professeur Maham. Vous avez 30 minutes. Bien, merci beaucoup, professeur Madeh, pour cette introduction. Madame la Présidente, merci pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la vaccination anti-HPV et grâce à l'appui des laboratoires MSD, puisque ça entre dans le cadre d'un symposium des laboratoires MSD. Alors, les conflits d'intérêts, et on rentre directement dans le vif du sujet pour parler de ce fameux virus, mais je pense qu'il n'est plus à présenter, puisque plusieurs intervenants en ont déjà parlé et que ça pose effectivement des problèmes. Alors ce virus, pourquoi cette slide? C'est pour vous montrer que c'est un virus à ADN déjà, mais surtout pour vous montrer qu'il y a certaines protéines, la protéine L1 en particulier, qui entre dans la capside et qui est à l'origine de l'élaboration des vaccins dont on va parler. Et bien sûr, il y a d'autres éléments, et en particulier des éléments qui sont très importants pour la prolifération de ce virus et qui vont même être à l'origine de l'immortalité des cellules qui ont été contaminées, d'où la relation avec les cancers. Alors, un peu de chronologie. Pour dire que ce virus est connu déjà depuis très longtemps, depuis les années 50 pratiquement, et que l'hypothèse de sa responsabilité dans le cancer du col de l'utérus a commencé à, on a commencé à en parler à partir de 1974, donc vous voyez que l'histoire date déjà de longtemps, que la protéine oncogénique ou les protéines oncogéniques ont été identifiées en 1983, donc il y a effectivement quelque chose. Et quelque chose qui va beaucoup nous aider pour l'élaboration des vaccins, c'est la production des VLP, disons on peut dire des virus vides, d'accord, donc qui sont constitués juste de la capside, ces fameuses protéines L1, mais il n'y a pas d'ADN à l'intérieur, donc pas de risque infectieux. Donc en 1991, l'industrie pharmaceutique savait fabriquer ces VLP. En 1999, il y a eu la certitude qu'il y avait une relation de cause à effet entre le HPV et le cancer du col. Ensuite, il a fallu travailler sur ces fameux VLP, c'est-à-dire les virus vides sans ADN, pour voir un peu leur sécurité et leur immunogénicité. Et ces différentes études ont permis donc de montrer qu'il y avait une sécurité et qu'il y avait une immunogénicité. Et ça a permis pratiquement en même temps d'avoir des vaccins quadrivalents et des vaccins bivalents, 2006-2007. Et enfin, vous le savez aussi que maintenant, nous parlons d'un vaccin non avalent, donc 9 valences, à partir de 2014, et que les choses ne s'arrêtent pas là, puisque, on l'a vu déjà tout à l'heure, que l'OMS commence déjà à parler d'une nouveauté, si on veut l'appeler comme ça, mais j'y reviendrai, c'est vacciner avec une seule dose pour simplifier. Voilà. Donc voilà un peu l'évolution chronologique si on veut voir cette histoire de l'HPV de loin. Maintenant, qu'est-ce que ça entraîne comme maladie? Eh bien, les HPV, et là vous voyez les HPV, parce qu'il y a différents types, sont fortement associés à certains cancers. Et là vous voyez que ça concerne l'homme comme la femme, ça concerne des cancers oropharyngés, ça concerne des cancers génitaux, péniens chez l'homme, du col de l'utérus, du vagin, de la vulve chez la femme, et au niveau de l'anus dans les deux genres. Et là, vous avez les pourcentages, c'est-à-dire les fréquences
de ces HPV dans ces cancers, mais regardez le schéma, les histogrammes d'un côté, c'est en nombre absolu. Et remarquez que le nombre absolu oropharyngé est extrêmement important. On parle beaucoup du cancer du col, mais vous voyez en nombre absolu ce que ça fait au niveau de l'oropharynx. Alors, l'HPV, lorsqu'il va contaminer l'organisme, et en particulier toucher les cellules épithéliales au niveau d'une muqueuse, eh bien, il va souvent persister dans ces cellules et il va être à l'origine de la possibilité d'une progression vers l'apparition d'un cancer. Ben là, je vous compare sur ces données plusieurs virus qui sont connus comme étant oncogènes. Vous avez le HPV, donc l'hépatite B, l'hépatite C, l'Helicobacter pylori. Et vous voyez que si on se base sur l'incidence, 8 pour l'HPV, 25 si on prend tous les virus oncogènes, bien finalement on peut dire que l'HPV est responsable de 31% des cancers associés aux infections. En nombre absolu, ça fait quelque chose comme 690 000 cas, et ça c'est les données du GloboCan 2018. Alors toujours avec ces mêmes données de 2018, ce schéma juste pour vous dire que ça va toucher certains pays aux ressources limitées. Et vous voyez un peu l'histogramme, l'un des histogrammes, vous voyez, c'est l'Afrique subsaharienne qui va payer un lourd tribut à ce problème d'HPV, pour cause peut-être déficit au niveau du dépistage, déficit peut-être au niveau de la vaccination, et j'en passe. Alors, je pense que j'ai déjà dit en partie ces choses-là. Je passe directement à quelques données concernant le Maroc. Alors, ici, c'est les données de 2020 concernant le Maroc pour retenir quelques chiffres. On est là dans le cancer du col de l'utérus, à peu près 2200 cas en 2020. 1200 vont décéder. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, non seulement il y a énormément de cas, mais également il y a une mortalité qui est élevée. Et on a des chiffres qui montrent que dans les cancers au Maroc, il y a le cancer du col, mais en deuxième position, en termes d'incidence, on a les cancers oropharyngés qui viennent en deuxième position avec le cancer de la vulve. Si on se base sur disons les types HPV 16, HPV 18 qui sont les plus incriminés dans la survenue des cancers, vous voyez que chez les personnes qui ne sont pas contaminées, qui n'ont pas de lésions, eh bien, on trouve une incidence de ces deux virus qui est faible, 3,3. Dans les populations de personnes qui ont des lésions de bas grade, on est monté quand même à peu près 20% en incidence. Et quand on passe vers les lésions de haut grade, ça monte encore. Et puis quand on est dans le véritable cancer du col, on est à une incidence qui est extrêmement élevée. D'autres cancers sont liés à l'HPV au Maroc, en Afrique du Nord et dans le monde. Et j'ai pris cette diapositive juste pour vous montrer maintenant l'impact d'essai qui est énorme. On pourrait peut-être dire qu'en nombre absolu, ce n'est pas grand-chose. Prenons l'exemple du cancer pénien, 12 cas au Maroc, mais il y a quand même 9 décès. Donc vous voyez quand même l'importance de la chose en termes de mortalité. Donc c'est pareil en Afrique du Nord. Et il y a des disparités par rapport à ce qu'on observe dans le monde, mais je pense que le plus important ici, c'est de retenir qu'il y a des cancers peut-être qui sont peu représentés, mais pour lesquels la mortalité est extrêmement importante.
Alors, est-ce que c'est une pathologie où le virus va rentrer dans la cellule, il va proliférer, et est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Oui, il peut y avoir une clairance concernant ce virus, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il peut y avoir une réactivation. On peut voir des patients chez lesquels le virus va disparaître, mais il pourra réapparaître par la suite. Et là, nous avons un travail qui a montré que au sein de couples où on a étudié la présence de l'HPV au sein du couple, et on a vu au départ de l'étude, est-ce qu'il y a le même type d'HPV chez les deux partenaires, ou bien est-ce que le même virus va être retrouvé chez le partenaire qui était indemne au début de l'étude, mais ça va être le même que celui du partenaire, ou bien il y a des personnes qui n'ont eu aucune activité sexuelle en dehors du couple, mais chez lesquelles quand même on va retrouver d'autres types de virus HPV. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on estime qu'il y a à peu près 43% des cas incidents dans cette population qui ne sont pas dus à une transmission sexuelle. Donc, si ce n'est pas sexuel, c'est que le virus était déjà présent et qu'il s'est réactivé. Cela suggère donc une réactivation d'une infection latente. Et pour bien comprendre cette histoire naturelle, il n'y a pas mieux que de revenir à l'infection au niveau du col de l'utérus. Une personne qui est indemne, qui va être contaminée, à ce moment-là, elle sera porteuse de l'HPV. Il sera détectable. Et bien sûr, il peut progressivement donner des lésions. La progression va passer vers des lésions précancéreuses et ça va évoluer, ça peut évoluer vers un cancer invasif. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a la possibilité que ces personnes qui ont été contaminées et qui ont la présence de l'HPV au niveau cellulaire, ces personnes-là peuvent voir leur détection de virus devenir négative, et c'est là où il peut y avoir réactivation éventuelle, ou bien il peut y avoir une clearance définitive et une guérison grâce au système immunitaire de l'individu. Alors, une situation particulière, c'est les personnes qui sont immunodéprimées, en particulier les personnes vivant avec le VIH. Pourquoi on en parle? Parce qu'ils sont à risque élevé de faire une infection HPV, parce que lorsque les CD4 sont bas, ça favorise la contamination par plusieurs types de HPV en même temps. Ça favorise également la persistance prolongée de cette contamination virale, et ça favorise le risque de cancer in fine. On peut ajouter aussi qu'il y a une incidence significativement plus élevée des tumeurs liées à l'HPV dans les populations de personnes vivant avec le VIH, que la baisse des CD4 est associée au risque de cancer anal, que l'incidence des cancers oropharyngés liés à l'HPV est 2 à 3 fois supérieure chez les PV-VIH que dans une population non PV-VIH. Et on parle beaucoup de condylome chez les personnes vivant avec le VIH. Ça existe aussi chez les personnes qui ne sont pas contaminées par le VIH, mais chez les personnes VIH, malheureusement, ils répondent moins bien au traitement usuel, et puis il y a beaucoup plus de récidives. La progression vers la malignité, elle va garder les mêmes caractéristiques dont je viens de parler, même si la personne a été traitée par les antirétroviraux de façon efficace. La vaccination, est-ce que ça marche? Oui, la réponse vaccinale, elle marche, quoique elle est sous-optimale, mais elle va s'améliorer si la personne a reçu les antirétroviraux
et lorsque le système immunitaire s'améliore. Donc voilà un petit peu un résumé concernant la situation chez les personnes qui sont infectées par le VIH, concernant l'infection par la co-infection par l'HPV. Alors, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de cancers qui sont associés à l'HPV, cancer du col, du vulve, vagin, oropharynx, anal, pénien. Maintenant, quelles sont les thérapeutiques? Quelles sont les voies qui permettent de prendre en charge ces personnes qui ont ces cancers? Eh bien, d'abord, il y a la vaccination, parce qu'elle n'est peut-être pas thérapeutique, mais en tout cas, ça permet de prévenir, et on va voir qu'on pourra parler pratiquement de cancer évitable par la vaccination. Comme tout à l'heure, on a parlé d'infection évitable par la vaccination. Mais là aussi, on peut dire cancer évitable par la vaccination. Bien sûr, il y a toute la panoplie des autres moyens thérapeutiques, la chimiothérapie, et puis les thérapeutiques novatrices que nous connaissons, qui sont en plein développement et qui vont aller, toucher certains éléments très précis, certaines cibles très précises au niveau de déclenchement des cancers. Alors nous allons donc développer peut-être un peu plus cette histoire de vaccin et voir un peu ce qu'il apporte en réalité. Ben, ce vaccin, j'en ai parlé au début quand j'ai parlé des fameux VLP, donc ces capsides formés de protéines L1, qui sont des protéines immunogènes et qui sont vides, c'est-à-dire elles ont été fabriquées pour rester vides, il n'y a pas d'ADN dedans, donc il n'y a pas de risque infectieux avec ces produits. Et il a été montré qu'il y a un fort pouvoir immunogène, que ça induit la production d'anticorps neutralisants. Voilà. Et que potentiellement, il pourrait y avoir une protection à vie. On va voir quelles sont les données qui sont actuellement disponibles, qui nous permettent de dire jusqu'à combien d'années de recul nous avons pour parler de cette durée de protection. Alors, les vaccins que nous avons, il y a eu le bivalent, 16 et 18. Ce n'est pas un hasard d'avoir choisi 16 et 18, c'est parce que c'est les types oncogènes par excellence dans l'HPV. Puis il y a eu le quadrivalent. Il y a toujours le 16-18, mais avec du 6 et du 11. Ben là, on couvre aussi tout ce qui va entraîner des verrues, des condylomes, avec le 6 et le 11. Et puis, il y a le non-avalent, où on a ajouté un certain nombre de types de HPV, et qui va compléter cette panoplie de types d'HPV oncogènes, de façon à couvrir encore mieux les personnes qui sont à risque d'être contaminées par l'HPV et donc à risque d'évoluer vers un cancer. Alors, quand on vaccine, est-ce que cette réponse immunitaire est solide et est-ce qu'elle persiste? Oui, les différentes études l'ont bien montré. Ici, c'est des études faites avec le non-avalent, donc les 9 valences, et avec un suivi à 10 ans, on voit que la séropositivité reste tout à fait acceptable. 81 à 95% des personnes gardent des anticorps tout à fait suffisants. Alors, la vaccination, elle va permettre de faire quoi? La vaccination va permettre d'abord de lutter contre l'infection à HPV, donc éviter que les personnes ne se contaminent. Ensuite, ça permet également de lutter contre les condylomes anogénitaux. Il y a également les lésions précancéreuses, que ce soit au niveau vaginal, vulvaire ou au niveau du col de l'utérus ou au niveau anal.
Et puis, ça permet d'éviter également les cancers invasifs. Et là aussi, c'est les mêmes sites qui vont être touchés par ces cancers. Alors, la difficulté, c'est qu'on s'adresse à des choses qu'il est difficile de confirmer aisément. Autant, peut-être que l'infection, ce sera facile, parce qu'on va pouvoir dire qu'une personne vaccinée, elle a évité d'être infectée par l'HPV assez rapidement. Autant que pour les condylomes qui vont, disons, s'installer très rapidement, ça va être facile là aussi, parce que c'est une question de mois, c'est des études qui vont évoluer sur quelques mois. Autant pour les lésions précancéreuses, pour avoir des résultats fiables, il va falloir des études qui durent des années, voire même des études qui durent des décades, si on veut prouver que ça marche sur les cancers. Et donc, voilà un peu la difficulté. Voilà pourquoi il va falloir des études qui vont aller au long cours. On ne peut pas dire on commence aujourd'hui, dans un an ou deux, on aura des réponses. Non, c'est des réponses qui arriveront progressivement au fur et à mesure que les études progressent. Mais en tout cas, nous avons déjà des études avec les quadrivalents, les vaccins quadrivalents, qui permettent de dire que ça marche très bien, avec un recul de 14 ans chez la femme qui a été vaccinée entre 16 et 23 ans, et de 10 ans chez les enfants qui ont été, que ce soit garçons ou filles, qui ont été vaccinés entre 9 ans et 15 ans. 0 cas de lésions précancéreuses ou de cancer. Alors, déjà, ça c'est bien rassurant, mais quand on a ajouté également les autres valences pour arriver au nanovalent, bien sûr, c'est plus récent, et donc on n'a pas encore le recul de 14 ans comme dans les précédents, mais on a déjà un recul de 10 ans, on a un recul de 8 ans, et ce qui a été vu avec le quadrivalent est en train d'être confirmé également avec le nanovalent. Qu'en est-il des condylomes? Là, j'ai choisi cette courbe qui nous montre au niveau d'un pays, l'Australie qui est très en avance dans cette prévention contre l'infection, dans la vaccination HPV. Eh bien, dans ces situations d'Australie, vous voyez que avant la vaccination, on avait énormément de condylomes. Quand on a vacciné juste les personnes, les filles, eh bien, ça commençait déjà à baisser. Quand on s'est mis à vacciner et les filles et les garçons, vous voyez que c'est descendu extrêmement bas. Donc, il y a très clairement moins de condylomes. Maintenant, qu'en est-il pour le cancer du col? Là aussi, vous voyez que les histogrammes, il y a 67% de cancers du col qui peuvent être évités de façon globale. Mais si on vaccine tôt, ça va être 88% de cancers évités. Donc c'est encore mieux. Quand je dis tôt, c'est selon cette étude, c'est avant 17 ans. Et vous voyez également au niveau des courbes que les courbes des personnes non vaccinées qui sont en orange ou marron, vous voyez que c'est une courbe qui est très ascendante. Vous voyez que les personnes qui ont été vaccinées tardivement, 17 à 30 ans, oui, il y a une amélioration, d'accord, mais c'est une courbe qui est très large et donc il y a quand même des problèmes. Mais quand on vaccine tôt, moins de 17 ans, c'est la courbe qui est en vert et donc vous voyez que la protection est vraiment évidente à ce niveau-là. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, mais j'en ai plus reparlé, des cancers oropharyngés, tête et cou. Est-ce que ça protège? Oui, dans la vraie vie. On a des études observationnelles qui ont montré un effet de la vaccination sur les infections orales à HPV et sur également les cancers tête et cou. Mais on n'a pas de
d'études vraiment probantes jusqu'à maintenant. Et malgré cela, il faut voir qu'en mai 2025, les États-Unis et 18 autres pays ont approuvé le vaccin non avalent pour la prévention des cancers tête et cou associés à l'HPV. Donc les choses avancent et donc même dans ces cancers, il y a une augmentation de la protection. Il y a une protection qui est significative. Alors quand on vaccine, est-ce que ça règle tous les problèmes? Non. J'ai pris cette étude-là pour vous montrer que lorsqu'on vaccine avec un certain type de vaccin, non avalent par exemple, on va s'attaquer à un certain nombre de types d'HPV, mais au plan proportion, les autres sont toujours là. Donc les HPV à haut risque qui ne sont pas dans le vaccin qui a été utilisé, bon, sont toujours là. Et donc, il y a toujours un risque de voir apparaître des lésions précancéreuses ou même un cancer. Maintenant, combien il faut de doses? 2 doses ou 3 doses ou une dose? On a entendu tout à l'heure qu'une dose, ce serait bien. C'est possible de le faire. D'abord, je vais très vite ici pour dire que 2 doses, ça donne les mêmes résultats que 3 doses. Parce que je vois que le temps passe et qu'il va falloir que je dise 2 égale 3. D'accord? Voilà. Ça aussi, c'est pour dire que 2 égale 3. Et peut-être même égale à 1. Maintenant, les recommandations. Toutes les recommandations qui ont été faites à travers le monde, qui dépendent de l'âge. Avant 9 ans, entre 9 et 14 ans, entre 11 et 14 ans, 12 et 13 ans. Ben, chaque pays fait ce qu'il veut, bien sûr. Il réfléchit et il voit un peu ce qu'il peut faire. Ce qui est faisable pour lui en tout cas, au plan économique, etc., et vu l'épidémiologie. Eh bien, certains ont introduit les garçons dans la vaccination, d'autres pas. Mais la plupart ont introduit les garçons. Les doses. Standard, c'est 2 doses. Dans certains cas, c'est 3 doses. Surtout si on doit vacciner tardivement. C'est 3 doses. Et, bien sûr, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé de programme scolaire. Ben, ce serait bien. Vous voyez que certains pays l'ont introduit dans le programme scolaire, programme de vaccination au niveau de l'école. Ben, ce serait une très bonne chose de pouvoir le faire. Maintenant, l'immunodéprimé, on en a parlé. Je vous dirais tout simplement qu'un immunodéprimé, il vaut mieux 3 doses. Surtout s'il est vacciné plutôt tardivement. Sécurité, immunogénicité chez les personnes vivant avec le VIH. Ça marche. Ça donne de bons anticorps, neutralisants, qui persistent. Donc, il n'y a pas de problème, c'est à peu près similaire que chez les personnes qui ne sont pas VIH. La réponse immunitaire à une dose. Ben, il y a eu pas mal de pays qui ont étudié ça. Le Kenya, Costa Rica, l'Inde, la Tanzanie. Tous ces pays ont montré qu'on pouvait avoir de bons résultats avec une dose. Et vous comprenez très bien qu'il y a des difficultés à administrer 2 doses. Et donc, est-ce qu'une dose pourrait être suffisante au plan santé publique? Oui. À tel point que l'OMS, à partir de 2022, là on l'a vu tout à l'heure, il a dit, si on vaccine entre 9 et 14 ans, ben vous avez le choix entre une dose ou 2 doses, entre 15 et 20 ans, une dose ou 2 doses, mais au-delà de 21 ans, c'est 2 doses. Ce n'est plus une dose. Donc vous voyez, l'âge, encore une fois, intervient. Donc une dose, c'est possible, mais à condition que ce soit réalisé tôt. Et là, je vais très vite pour vous dire qu'il y a des études qui sont en cours avec le recul, etc., mais je l'ai déjà partiellement dit, qu'il y a un certain nombre de cancers qui sont évités et que si on pouvait, disons, étendre l'âge de vaccination jusqu'à 45 ans,
on pourrait peut-être récupérer encore plus de cancers évitables. De nombreux pays sont très en avance dans cette vaccination anti-HPV. Pour dire encore une fois la même chose, que c'est utile pour la personne, mais c'est utile aussi pour la population, donc l'effet horde ou bien troupeau, si on veut l'appeler comme ça. Et il reste la situation des personnes qui ont été antérieurement exposées. Est-ce qu'on peut les vacciner? Oui, parce qu'on a toujours une possibilité de réponse, d'autant plus que la personne qui a été exposée a peut-être été exposée à un HPV, un type d'HPV, et que les vaccins, s'il est de nouveau vacciné, ben, ça va peut-être nous permettre de le protéger pour d'autres types d'HPV. Pour vous rappeler l'initiative de l'OMS, maintenant l'OMS parle d'élimination du cancer du col de l'utérus, et ça c'est à partir de mai 2018, il y a eu une stratégie qui a été mise en place qui repose sur la vaccination, le dépistage et le traitement. Et j'arrive à la conclusion pour vous dire que l'infection à HPV est fréquente, indépendamment du genre, avec un risque de persistance de cet HPV avec progression vers des cancers, qu'une infection antérieure ne protège que peu ou pas contre le même type d'HPV et pas du tout contre les autres types d'HPV, que les vaccins quadrinovalents sont efficaces et sûrs chez les adolescents et les adultes des deux genres, avec une protection soutenue jusqu'à 14 ans, en tout cas avec les études que nous avons actuellement, que ces vaccins permettent un bénéfice individuel et un bénéfice de santé publique dans la prévention des verrues, des condylomes, des lésions précancéreuses et des cancers. Le vaccin non-avalent est déjà recommandé pour la prévention des cancers tête et cou, mais comme j'ai dit, plusieurs pays l'ont adopté, mais on a encore besoin d'études pour pouvoir confirmer de façon certaine cette efficacité dans la protection. Voilà.